Merci. Alors j'ai compris que l'heure tournait. Par ailleurs, beaucoup de choses ont été dites. Il y a eu une brillante leçon d'histoire et quelques éléments d'actualité. Donc je n'ai plus grand chose à vous apporter, j'irai assez vite. Je voulais quand même revenir un petit peu sur la généalogie de cette loi travail, puisque ce mouvement social était un peu l'objet du débat et même un peu beaucoup. Il y a celle qui vous a été rappelée, qui vous a été dite, redite, que l'on peut lire bien sûr dans vos publications, auxquelles je suis très attentif, à savoir cette politique européenne, cette construction européenne. Des lois El Khomri, vous l'avez dit vous-même dans vos organes de presse, sur votre site internet. Il y en a une en Italie, une en Espagne, une en Belgique, une en France. Il y en aurait même une en Inde, vous avez peut-être pu le constater. Donc d'ailleurs, ce qui laisse penser qu'on est là face à une stratégie qui va encore au-delà même de l'Europe, de la construction européenne, mais qu'on est face à clairement une offensive mondiale, puisqu'un mouvement social d'ampleur, semble-t-il, se développe en Inde face à cette loi qui cherche, elle aussi, à assouplir les possibilités de dérogation et de licenciement, un petit peu comme partout. Mais je voulais revenir aussi sur un autre aspect de cette généalogie, qui est l'aspect, je dirais, social-chrétien et social-démocrate. Parce que, au fond, cette loi El Khomri, elle est un pas supplémentaire dans un processus qui est un processus qui date au minimum de l'après-guerre. Et qui est porté depuis au moins les années 50, qui est porté conjointement par la sensibilité démocrate chrétienne, ce qui d'ailleurs permet peut-être de comprendre assez facilement pourquoi des syndicats comme la CFDT ou la CFTC sont un peu comme des poissons dans l'eau face à ce type de réforme, puisque ce sont effectivement cette sensibilité syndicale qui a largement participé à la réflexion autour de cette orientation qui mène vers principalement deux choses, vous l'avez constaté, à savoir un peu plus de décentralisation des relations sociales, rapprocher toujours davantage les relations sociales de l'entreprise, et au travers ce mouvement, mener également vers des accords de type dérogatoire qui eux-mêmes, au fil du temps, sont devenus de plus en plus fréquents et qui peuvent aujourd'hui, hormis quelques thèmes très circonscrits, peuvent aujourd'hui quasiment concerner l'ensemble des conditions de travail. La loi El Khomri est une étape de plus sur cette voie. Cette voie, elle a été construite, je le disais, par des tendances politiques démocrates chrétiennes, par ce syndicalisme chrétien, conjointement également avec une social-démocratie qu'on peut qualifier d'atlantiste et d'européiste, et qui elle-même porte ce projet et le met en œuvre à partir, parce que quand on regarde politiquement, quand dans la chronologie des faits, ces transformations qu'induit la loi El Khomri sont introduites dans le droit français et dans les relations sociales françaises, c'est en 1982. La première ordonnance qui autorise à des dérogations ou à une dérogation à la loi, c'est une ordonnance du 16 janvier 82 signée de Jean Auroux. La loi qui va ouvrir la porte à des accords dérogatoires et à la décentralisation des relations sociales dans l'entreprise, c'est l'une des quatre lois Auroux, en l'espèce celle du 13 novembre 1982, et qui lance un mouvement, puisque d'ailleurs historiquement c'est un peu toujours la même chose qui se passe, à savoir que la social-démocratie ouvre la porte, et une fois que la porte est ouverte, les autres s'y engouffrent, et de fait les autres vont s'y engouffrer. Il va y avoir la loi Fillon en 2004, la loi Larcher en 2007, et puis on peut aller jusqu'à cette fameuse loi El Khomri en 2016. Et ce mouvement-là, je dirais qu'il nourrit aussi ce qui a été évoqué par pas mal d'intervenants, si ce n'est par tous. Il nourrit aussi à la fois une transformation
des relations sociales, mais aussi une transformation du syndicalisme, qui le mène toujours plus depuis 30 ou 40 ans à davantage d'institutionnalisation. Davantage d'institutionnalisation, puisque c'est aussi l'un des objectifs de ces transformations, c'est-à-dire de couper au fond les organisations syndicales de la base sociale qui est la leur, de la couper de la mise en œuvre de mouvements sociaux à partir desquels, dans l'histoire du syndicalisme français, les organisations syndicales tirent leur légitimité et tirent leur force, et donc davantage sans cesse d'institutionnalisation qui fait que si on en arrive au mode de déclenchement du mouvement, on a cette espèce d'hésitation malgré tout dans le premier temps du mouvement, cette hésitation de la part des appareils syndicaux à lancer quelque chose, à accélérer le rythme, et même peut-être, tellement ils se sont trouvés institutionnalisés au fil du temps, à se demander même s'il y avait un objet de mouvement social autour de cette question de la loi El Khomri. Parce que ce qui remonte des discussions d'un certain nombre de responsables syndicaux de haut niveau, notamment au sein de la CGT, c'est que dans un premier temps, on ne peut pas dire qu'une réaction d'ampleur, qu'une réaction de masse a été pensée et prévue, loin s'en faut. C'était plutôt le discours du type, en tout cas en off, voilà une loi de plus qui finalement ne change pas grand-chose, et c'est pas là-dessus qu'on va mobiliser. C'était un peu le discours. Qui fait que d'ailleurs, pour une première fois, à mon sens, de cette manière-là, dans l'histoire sociale, sur une question liée au travail, sur une question liée au social, les organisations, les directions syndicales se sont trouvées, en tout cas au départ, largement bousculées à la fois par leur propre base, mais aussi bousculées par des mouvements d'opinion. Des mouvements d'opinion qui sont de fait appelés à jouer un rôle croissant compte tenu du numérique, des réseaux sociaux que l'on sait. La fameuse pétition contre la loi travail, vous savez bien évidemment ce qu'elle a donné, même si son initiatrice aujourd'hui prend des chemins qui laissent penser que c'est peut-être fourvoyé, puisqu'elle est devenue, vous le savez, la directrice de campagne de Cécile Duflot. Mais toujours est-il que cette pétition contre la loi travail a, et d'une certaine manière aussi l'effervescence qui gagnait un peu dans la jeunesse, a produit cet effet de bousculer les directions syndicales et d'accélérer le rythme de la mobilisation. Parce que si vous vous souvenez, dans un premier temps, les organisations syndicales ont produit un communiqué début mars appelant à une mobilisation 3 semaines après. Donc on était parti sur quelque chose qui ressemblait à l'avant, qui ressemblait à ce qui s'était passé dans les mouvements précédents, qui était fondé sur l'unité syndicale, sur le syndicalisme rassemblé comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc ce panorama-là, ce contexte-là, il a induit ce mouvement auquel se sont trouvées obligées les organisations syndicales et en particulier la CGT, et qui ont fait que finalement le mouvement s'est accéléré, des pratiques qu'on avait un petit peu laissées de côté depuis longtemps, des grèves reconductibles, des blocages, même si on a vu en 2010 notamment, mais en tout cas pas avec cette ampleur-là, et surtout avec des communiqués syndicaux qui finissaient par appeler même à des grèves reconductibles. Or, souvenez-vous, en 2010, lors du mouvement contre les retraites, à aucun moment, les communiqués de l'intersyndicale, vous pouvez tous les relire, aucun appel à la généralisation du mouvement et à la reconduction des grèves. Donc on a eu effectivement un déplacement qui n'est pas inintéressant du discours syndical et d'un certain nombre de pratiques de lutte à propos desquelles la plupart des organisations, y compris la CGT, et en tout cas ceux qui la mènent, avaient pris leur distance. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même des éléments, me semble-t-il, qui sont pas inintéressants. Et puis la démonstration qu'on n'est pas obligé non plus de mener des luttes dans le cadre d'un syndicalisme rassemblé, et qu'au contraire, d'une certaine façon, et l'enseignement de l'histoire immédiate le montre, c'est plutôt un frein. Le syndicalisme rassemblé était en réalité, plutôt qu'une volonté d'unité, était davantage, je dirais, une somme de renoncement à la lutte sociale, une somme de renoncement également à l'idée selon laquelle, au fond, le syndicat, la CGT est la mère des organisations syndicales, et que c'est donc elle qui doit présenter un modèle syndical, et qui doit en quelque sorte jouer un rôle de locomotive à la fois dans le mouvement social et dans le mouvement syndical. Et donc ce mot d'ordre qui s'était développé du syndicalisme rassemblé, tout ce qu'il a pu induire sur le plan des discours, sur le plan politique, idéologique, à l'intérieur du mouvement syndical, a eu cet effet
hein, de déliter un certain nombre de valeurs à partir desquelles s'était construite la CGT. Et même si ça s'est fait de manière, je dirais, non idéologisée, parce que ça, je voudrais y revenir rapidement, mais c'est peut-être une des limites du mouvement et une des limites de la politique syndicale qui a été développée dans le cadre de ce mouvement, qui est notamment le fait que, je dirais, il a manqué un certain nombre de choses à ce mouvement. C'est peut-être à ça aussi qu'il faut réfléchir pour la suite. Il lui a manqué un débouché politique, très clairement. On est là face à un problème absolument majeur. Il lui a manqué un débouché politique, il lui a manqué une colonne vertébrale idéologique au sein même des organisations syndicales et de la CGT en particulier, mais ce qui n'est pas surprenant, elle est à reconstruire, puisque les directions de la CGT entre les années 90 et aujourd'hui avaient réussi et avaient cherché à briser la colonne vertébrale idéologique qui était celle de la CGT historique, à savoir finalement l'idéologie communiste. Et on voit le résultat. La CGT, depuis en particulier l'époque Thibault, essayait de se mouvoir tel un serpent, mais en tous les cas, ce qui était certain, c'est qu'elle n'avait plus la colonne vertébrale d'un mammifère. Aujourd'hui, il y a tout ça à remettre d'aplomb, tout ça à reconstruire, ce qui n'est pas une mince affaire, mais ce qui est une nécessité parce que il ne nous a pas échappé que l'année prochaine, nous serons certainement confrontés à une majorité dite présidentielle qui va se dire légitimée par le suffrage universel et qui prépare, si c'est l'un des candidats dont on peut penser qu'il sera probablement élu, qui est au pouvoir, qui se présente avec des programmes d'un ultralibéralisme tel qu'on n'en avait pas vu dans la droite depuis les années 80. Et d'une certaine manière, le plus social de tous, c'est Nicolas Sarkozy. Quand vous lisez les programmes des candidats de droite à la primaire, les Le Maire, Juppé, Fillon, qui nous propose, lui, le sang et les larmes, hein, qui se veut le churchillien du social, vous voyez où on en est, hein, le plus progressiste quasiment en termes de social des candidats à venir, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, on voit bien l'impératif de la tâche qu'il y a accomplie. De ce point de vue-là, le fait que la CGT se soit quand même replacée d'une certaine manière, même si elle y a laissé des plumes, parce que ce mouvement était un mouvement dur, un mouvement épuisant, il n'empêche qu'elle s'est quand même replacée à partir d'un certain nombre de valeurs qu'elle avait perdues de vue. Elle s'est replacée en quelque sorte au centre du jeu social, et sachant qu'il n'y aura pas l'année prochaine d'opposition politique digne de ce nom face à ces projets ultralibéraux, il va bien falloir une organisation, pour le moment, qui fasse face à ces offensives. Et quelle organisation aujourd'hui peut faire face à ces offensives? C'est évidemment pas la gauche politique telle qu'elle est, c'est évidemment pas toute une partie du champ syndical tel qu'il est. Donc il reste quoi? Il reste du travail à accomplir à l'intérieur même de la CGT et à l'extérieur dans le champ politique lui-même. Voilà. Alors, les résultats, pour finir là-dessus, certes la loi El Khomri n'a pas été retirée, il n'empêche que on a peut-être réussi à de nouveau constater qu'un truisme est finalement assez réconfortant. Ce truisme, c'est le suivant. Si on lutte, on obtient toujours quelque chose. Si on ne lutte pas, on n'obtient jamais rien. C'est une évidence. S'il n'y avait pas eu cette lutte, il n'y aurait pas eu ce débat public. Il n'y aurait pas eu non plus, dans un certain nombre de professions, ce qui a pu être obtenu. Ça aurait été certainement pire pour les cheminots, ça aurait été certainement pire pour les aiguilleurs du ciel, ça aurait été certainement pire pour les chauffeurs de poids lourds. Ça aurait été pire tout court, d'ailleurs, la loi elle-même, même si le gouvernement a essayé au travers de sa mise en scène avec la CFDT à laisser penser qu'il avait accepté des négociations. Donc de fait, et même si sur la loi elle-même le retrait n'a pas été obtenu, l'histoire montre là aussi que c'est l'accumulation des luttes, de l'expérience des luttes, de la pratique de lutte, qui fait qu'à un moment donné, même si sur le moment le retrait, la revendication principale n'est peut-être pas satisfaite, si par la suite on veut recommencer sur autre chose, il y a besoin d'un travail de fond. Le Front populaire n'aurait pas existé si au cours des années 30, des tas de syndicalistes ne s'en étaient pas pris plein la tête, avaient vécu défaite sur défaite, mais n'avaient rien lâché, avaient continué, avaient remis ça sur le métier pendant des années,
Et puis voilà, en 1936, il y a un mouvement social qui émerge. Bon, ça fait partie, je dirais, des leçons, des grandes leçons pragmatiques, prosaïques, que l'histoire nous enseigne. Ne luttons pas, et là on obtient ce syndicalisme type CFDT que vous connaissez, et dont l'ordre dominant a toujours eu besoin. Certains intervenants parlaient de modernité. Effectivement, quand j'ai travaillé sur la loi de 1884 qui légalise les syndicats, l'argument de la modernité, il est déjà là. Un syndicat moderne, aux yeux des républicains, c'est un syndicat moderne, veut dire raisonnable, et qui dit raisonnable, qui va dans le sens de l'ordre dominant. Il y avait d'ailleurs un deuxième argument qui était déjà utilisé à l'époque, qui est souvent utilisé aujourd'hui encore, c'est l'argument de la complexité. Vous comprenez? Les choses sont tellement compliquées, alors elles le sont de plus en plus, parce qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, c'est mondialisé, etc. Vous, pauvres salariés, vous, pauvres petits ouvriers à moitié décérébrés, vous ne pouvez rien y comprendre. Donc laissez ça à ceux qui vont vous représenter au plus haut niveau, et laissez ça à ceux qui vous gouvernent. Ça aussi, c'est un discours qu'on retrouve classiquement. Sauf qu'aujourd'hui, plus qu'hier, dans un certain nombre d'organisations syndicales, ce discours est mis en pratique. Ce qui joue aussi contre le syndicalisme en général, parce qu'il finit aussi lui-même par être identifié à l'ordre dominant, il finit lui-même par être identifié à une espèce de vaste sphère informe du pouvoir. Et c'est aussi de cela dont il faut aujourd'hui s'extraire, ce qui n'est pas une mince affaire, ce qui n'est pas un mince travail, parce que on a ce recul de décennies de construction de ce système-là, qui serait aujourd'hui à mettre à main.